C'est une tâche indélébile dans l'histoire militaire des États-Unis. Pour l'ancien président George Bush, c'est la plus grosse erreur commise par son pays en Irak, la prison d'Abu Ghraib, lieu de torture et de traitements inhumains commis par des militaires américains, des agents de la CIA ou des sous-traitants. Le scandale est révélé en avril 2004, quand la presse américaine publie des photos prises quelques mois plus tôt. On y voit des militaires américains, hommes et femmes, posant tout sourire aux côtés de prisonniers dans des positions dégradantes. Puis viennent les témoignages de violence, de torture, de viol. En mai, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, témoigne devant une commission du Sénat et reconnaît les exactions commises par les militaires. Chairman, members of the committee, in recent days there has been a good deal of discussion about who bears responsibility for the terrible activities that took place at Abu Ghraib. These events occurred on my watch. As Secretary of Defense, I am accountable for them, and I take full responsibility. I feel terrible about what happened to these Iraqi detainees. They're human beings. They were in U.S. custody. Our country had an obligation to treat them right. We didn't, and that was wrong. La prison d'Abu Ghraib sera progressivement abandonnée par les troupes américaines et rendue aux autorités irakiennes à partir de 2006. Mais elle reste le symbole de l'occupation américaine en Irak. Elle est même considérée comme l'un des lieux de naissance du groupe État islamique. Plusieurs des cadres fondateurs de l'organisation s'y sont rencontrés. Le groupe terroriste a d'ailleurs mené il y a 3 ans une attaque massive contre la prison et libéré plus de 500 prisonniers qui sont venus grossir les rangs des djihadistes. La ville d'Abu Ghraib vit donc avec le poids de l'histoire et la menace au quotidien. Billet retour à Abu Ghraib, c'est un reportage de Fatma Kizilboa et Hussein Assad. De toute ma carrière, je n'aurais jamais imaginé travailler dans une prison vide. La lumière, dis-leur d'allumer la lumière. Les détenus qui se trouvaient ici se sont évadés. C'était le 21 juillet 2013. Ils se sont fait la malle et la plupart d'entre eux étaient condamnés pour terrorisme. Près de 4 ans se sont écoulés, mais la scène est quasi intacte. Une nuit d'été, un déluge de mortiers s'abattait sur la prison la plus connue d'Irak, suivi d'un assaut revendiqué par Al-Qaïda. Louaï Abdulrazak n'était pas là au moment des faits. Il a été muté directeur du complexe il y a 2 ans. Son prédécesseur, lui, a été écroué. Car selon le gouvernement irakien, l'attaque a été planifiée avec la complicité de certains membres du personnel pénitentiaire. Elle a permis à plus de 500 djihadistes de s'évader. Vous ne trouverez que le Coran. Et pourquoi ? Ce sont les ordres. Le livre sacré des musulmans reste la seule lecture autorisée dans les prisons de haute sécurité en Irak. Celle où sont gardés les détenus les plus dangereux. Une mesure pointée du doigt, jugée responsable de la radicalisation de milliers de condamnés. Après leur évasion d'Abu Ghraib, certains ont rejoint les rangs de l'État islamique en Irak et au Levant, qui proclamera quelques mois plus tard l'instauration du califat sous la bannière État islamique. Mais pour beaucoup d'Irakiens, c'est derrière cette porte que les malheurs ont commencé. Les Américains se trouvaient ici, à cet endroit. Aucun personnel irakien ne se trouvait ici. Ils n'étaient pas autorisés à venir ici. Après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, la prison d'Abu Ghraib passe sous le contrôle de l'armée américaine. Très vite, un scandale éclate. Dans ce couloir, les personnes accusées de soutenir l'ancien régime étaient victimes des pires tortures et humiliations. Un traumatisme pour de nombreux Irakiens. Les portes que vous avez vues à la télé, c'était celle-là. Quand on vient ici, ça ravive en nous les souvenirs de cette tragédie.
On n'aurait jamais imaginé qu'un pays démocratique fasse de telles choses. Aujourd'hui, les Américains ne sont plus à Abu Ghraib. Ce sont les soldats de l'armée irakienne qui assurent la sécurité dans cette région longtemps considérée comme l'un des fiefs de l'insurrection sunnite. L'autorité du pouvoir chiite est rappelée à tous les coins de rue. Mais le major Erkad assure que cela ne provoque aucune tension. Non, au contraire, on n'a aucun problème avec les habitants d'Abu Ghraib. Je vais vous dire, on sert même parfois d'arbitre pour les aider à régler leurs propres désaccords. Derrière les checkpoints, un semblant de vie normale renaît à Abu Ghraib. Depuis le lancement des opérations contre l'organisation État islamique en 2015, la sécurité s'est sensiblement améliorée dans cette ville située aux portes de Bagdad. Après des années de guerre, les habitants tentent de se reconstruire. Cette décennie noire, un homme en a été le témoin. Othman Nawaf, vice-gouverneur d'Abu Ghraib. À 39 ans, il affirme avoir échappé à 28 attentats. Mais il a toujours refusé de quitter la région. Ce matin au programme, la visite d'un village libéré de la présence des djihadistes. Nous sommes dans le village de Saadan Ouam Saïd. Il fait partie des 43 villages qui étaient aux mains de Daesh. Tout a été saccagé. Nous sommes au cœur du théâtre des opérations et c'est seulement à 5 km du centre d'Abu Ghraib. Il y a eu des combats ici pendant plus de 2 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour reprendre le contrôle. Vous êtes tous rentrés ? Oui, en majorité, mais certains n'ont plus de maison. Les combats menés ici ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. La plupart ont tout perdu. Dans cette région qui ne vivait un temps que de l'agriculture, posséder du bétail est devenu un signe de richesse. C'est le cas d'Omar El-Shakir. Situé plus au sud, son village a échappé au contrôle de l'organisation État islamique, mais jamais ses terres n'avaient autant été en danger. Ce qu'il possède de plus précieux, il le garde à l'abri des regards dans une cave qu'il accepte de nous faire visiter. Ça, c'est de l'urée, c'est de l'engrais. On s'en sert pour nourrir les plants de légumes. Les forces de l'ordre nous interdisent d'être en possession de fertilisants. C'est totalement illégal. On peut être puni pour en avoir. Ce sont les autorités qui en ont interdit le transport à Abu Ghraib pour des raisons de sécurité. Le nitrate d'ammonium est une substance présente dans les engrais chimiques. Bon marché, facile à se procurer. Ces fertilisants sont utilisés par les djihadistes dans la fabrication de bombes artisanales. Leur interdiction a ruiné l'agriculture de la région. Bonjour Abou Ahmed, comment ça va? Combien coûtent les tomates? 1250 dinars, voilà où on en est. On vendait des tomates, maintenant c'est nous qui les achetons. Avec ses 300 hectares de terrain, Omar compte parmi les plus grands propriétaires d'Abu Ghraib. Mais seuls 20% sont actuellement exploités. Et ce n'est pas seulement en raison d'une pénurie d'engrais. On va dans l'un de nos champs où l'eau a été coupée. Des plants secs, c'est tout ce qu'il reste. Regarde, on cultivait de tout ici. Le bétail venait se promener. Il y avait de tout, du blé, du son, de toutes sortes. Mais la coupure de l'eau nous a causé du tort matériel et moral. On a arrêté de planter ici, on n'a pas eu le choix. Une sécheresse provoquée par l'organisation État islamique dans le but d'asservir la population. L'avancée des djihadistes
a été bloqué à moins d'une dizaine de kilomètres d'ici. C'est donc en coupant le barrage qui alimente ces terres qu'ils ont réussi à faire de la ville d'Abu Ghraib un enfer. Les autorités ont aujourd'hui repris le contrôle du barrage. Mais en attendant son fonctionnement, les villageois doivent remplir des réservoirs. Une denrée vitale, délivrée 2 fois par semaine à l'aide de camions-citernes. Car depuis la chute des prix du pétrole, l'Irak traverse une grave crise économique. Le vice-gouverneur est invité à déjeuner par un clan sunnite. Et comme le veut la tradition à Abu Ghraib, du dlémié est préparé en l'honneur de cet hôte important. Faute de financement, le rétablissement des infrastructures doit attendre. Ces hommes savent qu'ils vont devoir faire preuve de patience. C'est donc un tout autre message que vient leur délivrer Othman. Nous entrons dans la saison du choléra. L'eau que nous vous apportons est potable. Il faut être sûr que l'eau que vous buvez est propre, quitte à la faire bouillir avant. Les années de guerre ont gravement détérioré les conditions sanitaires à Abu Ghraib. Quand l'eau est venue à manquer, les habitants comme Majid ont tenté d'y remédier par leurs propres moyens. C'est le puits dont nous buvions l'eau. Et à cause de ça, on a connu la mort. Une eau impropre à la consommation qui a provoqué il y a 2 ans une épidémie de choléra. Plus de 500 cas ont été recensés et 8 personnes ont perdu la vie, dont la sœur de Majid. Elle a commencé à avoir des diarrhées pendant la nuit, à 1h du matin. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, son état s'était aggravé. Ils lui ont donné des médicaments et mis sous perfusion, mais ça n'a pas suffi. Elle est morte 2-3 heures après. Des efforts intenses ont permis de sauver des milliers de vies à Abu Ghraib. Avec l'arrivée de l'été, lorsque les températures dépassent les 40 degrés, l'apparition de nouveaux cas de choléra atteint son risque maximal. Le docteur Jabir contrôle le centre de dépistage qui existe dans le seul hôpital de la ville. On est en train de procéder à des tests pour voir s'il y a des symptômes de choléra. Il y a une cellule de crise pour nous informer des cas, mais pour le moment, tout va bien, rien à signaler. Chaque jour, plus de 1200 patients sont traités ici. Des prélèvements sont systématiquement effectués sur les cas jugés suspects. On effectue des mises en culture pour détecter la présence du virus. Mais il faut attendre 24 heures pour avoir les résultats. Mais cette maladie qui date du Moyen-Âge n'est pas le seul mal qui ronge cette ville où le temps semble s'être arrêté. Depuis les années 1980, aucun investissement n'a été fait à Abu Ghraib. La plupart de la population est donc au chômage. Ezzedine fait partie des rares chanceux. Il travaille dans ce garage depuis l'âge de 12 ans. Il en a aujourd'hui 21. En vérité, il n'y a pas d'opportunité de travail pour les jeunes. La situation ne leur permet pas de trouver de travail. Quelqu'un qui trouve un travail fixe, c'est très rare. En 2007, je travaillais comme ouvrier quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Je l'ai ensuite embauché et il fait du bon travail. C'est un bon gars, il travaille bien. « 10 heures de travail par jour pour un salaire mensuel de 200 €. qu'Ezzedine dépense dans sa seule passion, le bodybuilding. On vient ici pour oublier les soucis de la maison. C'est le seul endroit qui nous permette de nous défouler. C'est l'un des rares espaces d'activité de la ville. Ces jeunes n'ont rien connu d'autre que la guerre. Rares sont ceux qui ont poursuivi leurs études. La plupart rêvent de devenir des sportifs de haut niveau, mais là encore, l'aide de l'État manque cruellement.
Le soir, pour tuer le temps, les jeunes du quartier se retrouvent dans un café. Dans cette société conservatrice, le lieu est uniquement réservé aux hommes. C'est ça la vie à Abu Ghraib. On sort du sport et on vient là pour jouer au billard et fumer le narguilé. Une vie normale, quoi. Ce n'est pas ce que les autres imaginent. Bien sûr, ça me rend triste lorsqu'on dit du mal de ma ville, mais ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça m'est égal. Le destin d'Abu Ghraib a basculé après les horreurs vécues à l'intérieur de sa prison. Pour pallier au problème de surpopulation carcérale, le gouvernement irakien envisage aujourd'hui sa réouverture, ce qui laisse présager un avenir toujours incertain. Et voilà pour ce reportage à Abu Ghraib, reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com et sur nos applications mobiles. À très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Retour.